Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros sur l'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler du Nord Kivu, de la province du Nord Kivu, mais d'une maison des trésors, plus précisément du territoire des Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maison des trésors? Sur ces plateaux, je reçois un de ces grands, parmi les grands. Il est journaliste. Des fois, on l'appelle aussi homme de terrain, mais il est journaliste indépendant, spécialiste des questions de Grand Lac. Il parle aussi sur l'actualité internationale, on le trouve dedans. Il a de belles images. Il est en tout moment en contact avec la population. Et tout au début de l'émission, il m'a fait rire. Il m'a dit, je suis aujourd'hui en tenue de terrain sur ton plateau. Donc il faut admettre ça comme ça. Lui, il s'appelle Kenny Katombe. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne veux pas massacrer votre nom. Bonjour, monsieur Kenny. Oui, bonjour, Madame Feza. Je vais massacrer votre nom. En fait, mon nom c'est Kenny Katombe et les intimes ou les proches, la famille m'appelle Kenny Kat. Kenny Kat. Ouais. Comment vous vous sentez là? Ben, je me sens très bien. Je vais bien, il n'y a pas de plainte. Aujourd'hui, je suis face à vous. D'habitude, vous êtes face aux gens, face à la population. Comment vous vous sentez? Bon, en fait, il faut le dire que j'ai plutôt l'habitude d'être derrière la caméra et non devant la caméra. Mais en fait, je fais avec. Ça ne me gêne pas être devant la caméra parce qu'à côté de mon étiquette de journaliste, je suis en même temps aussi cinéaste. Donc, ça veut dire si on est cinéaste et un acteur, il n'y a pas de quoi se gêner pour être devant la caméra. Voilà, vous revenez de Rutshuru, dans les territoires du Nord Kivu. Vous-même, vous avez vécu la situation. Quelle est la situation actuelle? En fait, il faut dire que la situation, elle est en ce moment, on ne peut plus acceptable, tout simplement parce que il y a des milliers de populations civiles qui sont en déplacement, voudrais-je dire, donc un grand nombre de familles, femmes et enfants, et surtout les enfants qui sont en âge, bien sûr, d'aller à l'école primaire, surtout qu'en ce moment, il y a la gratuité, et malgré les quelques faiblesses qu'il y a sur la gratuité de l'enseignement primaire. Mais en fait, ces enfants-là, leur place, c'est à l'école et non dans des camps de déplacés. Mais voilà, avant de continuer avec vous, je rappelle aux téléspectateurs, nous sommes en ligne sur Facebook et YouTube avec les mêmes noms, BSC Télévision. Mais avant d'entrer en profondeur de notre sujet, on va suivre d'abord cet élément et on se retrouve juste après. Depuis 3 heures de ce mardi, le M23 et les alliés du Rwanda ont attaqué 3 de nos positions, notamment Arangira, Rwanguba et Mouitria dans les Djumba. Et à l'heure où nous sommes, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent très bien leurs positions, mais aussi, n'est-ce pas, contiennent l'ennemi dans ses positions initiales. Voilà un peu ce que vous pouvez avoir comme idée sur la manœuvre qui est en train de se dérouler sur le terrain. Voilà. On vient de suivre là les porte-paroles de l'armée. Vous y étiez présent? Oui, effectivement, j'étais présent sur les champs de bataille, comme les images viennent de les montrer. Là, c'était plutôt une déposition de l'armée loyaliste, les FARDC, une des meilleures armées au monde, il faut les souligner. En fait, ils étaient en train de pilonner les positions de l'ennemi, qui est le M23, et à la suite, à la fin de ça, ces tirs pour des dissuasions, les porte-paroles de l'armée a pris la parole pour essayer un peu d'expliquer la situation, quelle était la situation en ce moment-là. On voit la population en mouvement, et si la régie peut balancer au même moment les images, la population en mouvement, c'est précisément où? En fait, c'est sur la route Bouragana vers Rutshuru Centre. En fait, ces populations qu'on voit sur la route en question, ils fouillaient les combats entre les deux forces qui sont en train de se battre, les M23 et les FARDC. Et ces populations-là venaient de Rwankuba, parce qu'ils voulaient aller beaucoup plus là où ils sont en sécurité. Et quand ça tire, c'est souvent les civils, en majorité les femmes et les enfants qui se déplacent. C'est pas beau à voir, c'est pas du tout intéressant. Rwankuba, c'est Rwankuba.
Rwankuba. Précisément, si vous pouvez nous situer. C'est toujours dans les territoires de Rutshuru, mais allant vers Bunagana. Il faut dire que Rutshuru centre et Bunagana, c'est à plus de 20 km. Et là, nous étions au milieu de Bunagana et Rutshuru centre, à peu près à 13-14 km de Rutshuru centre et 13-14 km de Bunagana. Donc toute la population que nous voyons là, ils quittent Bunagana? En fait, il faut dire qu'ils étaient près de Bunagana et d'autres s'étaient retrouvés du côté de Rwankuba, Tchengerero, quand il y avait des combats. Et en ce moment-là, quand les tirs à l'arme lourde avaient repris et toutes ces populations étaient obligées de chercher à être à l'abri, et l'unique endroit où ils sont sûrs d'être véritablement à l'abri, c'est à Rutshuru centre, parce qu'à Rutshuru centre, il y a le stade municipal qui est là, et bon nombre de gens qui n'ont pas la chance d'aller dans des familles d'accueil sont hébergés dans les stades en question où il y a d'abris provisoires, d'abris de flottines, justement pour les déplacer. Bon, malgré ce qui se passe, la population, souvent c'est pas médiatisé, la population pense que l'armée ne fait absolument rien, l'armée a abandonné, mais vous revenez de là et les images en parlent. En fait, il faut comprendre qu'il y a une sorte, je dirais, de diabolisation malheureusement à laquelle l'armée fait face. Mais je dois vous dire que, comme je venais de le dire, que le FARDC est une des meilleures armées au monde. Pourquoi? Parce que avec toutes les difficultés qu'il y a, mais vous avez des hommes qui tiennent et qui sont prêts à payer de leur vie tout simplement parce qu'ils veulent défendre l'intégrité territoriale et beaucoup plus protéger des populations civiles. Donc, allez-y comprendre que, quel que soit ce qu'on peut dire ou dire n'importe quoi sur l'armée congolaise est en train de faire de son mieux et le résultat, il est là et beaucoup plus de populations veulent être du côté gouvernemental plutôt que du côté de l'ennemi. Ça, c'est les témoignages que j'ai eu sur le terrain. Et on espère que bientôt, peut-être, Bunagana, le gouvernement récupérera Bunagana. En fait, il ne m'appartient pas à moi comme journaliste de dire que l'armée va prendre ou l'armée ne va pas reprendre Bunagana. Ce qui est une réalité, c'est que Bunagana est sous contrôle des rebelles du M23. Mais à ce que je sache, l'armée est en train de faire de son mieux. Et lorsqu'une armée est en train de planifier des opérations militaires, elle n'étale pas ça sur la place publique. Donc nous allons constater, lorsque le moment va venir pour que Bunagana soit repris par la force gouvernementale, ça ne sera pas un secret et nous le saurons et que si c'est possible, nous serons sur le terrain pour justement couvrir et faire vivre en live à la population quelle sera en ce moment-là la vraie situation. Vous avez raconté la population de Bunagana, d'autres territoires de Rutshuru. Bon, on voit, il y a Tchengerero. Par-ci par-là, vous avez eu à être en contact avec cette population. Comment vous avez vu, comment vivent cette population? En fait, toute la population est dans une profonde tristesse. Pourquoi une profonde tristesse? Parce que toute cette population-là, c'est une population travailleuse. Ce sont des gens qui travaillent dur, des cultivateurs. C'est très pénible quitter son champ au moment de la récolte. C'est ça, ce qui fait mal. Beaucoup des gens avec qui j'ai parlé, des dizaines de familles avec qui j'ai parlé, que ce soit des gens qui soient du côté des Kabaya, du côté des Kanombe, tous ces gens-là regrettent parce que c'était la période de la récolte, mais malheureusement, à cause des tirs, ils ne pouvaient pas résister. Ils étaient obligés de se mettre d'abord à l'abri pour sauver leur peau, mais malheureusement, quelques-uns ont eu le courage de retourner dans leur milieu. Malheureusement, ils ont constaté que tous les produits de Dir Laber avaient été emportés et beaucoup semblent accuser les rebelles du M23 d'être responsables de ces pillages. Voilà, M. Kenny, on va suivre cette fois-ci Tchengerero. Ouais. On va aller de l'autre côté et on se retrouve juste après. Situé sur le magnifique eau turquoise du lac Kivu, l'île de Tchegera, un lieu qui fait baver plus d'un touriste de par sa beauté. D'ici, le paysage panoramique du lac Kivu et de ses environs font rêver. L'île de Tchegera vous offre une vue spectaculaire sur le volcan de Nyiragongo et Nyamulagira.
Sans l'incursion sur le sol congolais du M23 parrainé par l'armée rwandaise, le gouvernement RD congolais, à travers ses sites, aurait pu empocher une somme de 12 500 000 $ cette année. Dans nos prévisions, compte tenu de la situation qu'on a eue en 2021, on s'attendait à 12 500 000 $ de recettes touristiques cette année 2022. Mais là, depuis janvier, il n'y a plus eu de tourisme. Cet endroit qui faisait jadis le bonheur de touristes est devenu peu fréquentable suite aux affres d'une guerre injuste imposée à la RDC. C'est depuis le 26 novembre l'année passée, 2021, que l'un de nos sites touristiques, notamment les sites touristiques de Bukima, a été attaqué. C'était vers 20h30. Il a été attaqué par des rebelles de M23. Sous l'œil impuissant de la communauté internationale, Siziko Garde relate le côté barbare de massacre de leurs collègues au banc des accusés, le régime de Kigali. Et les M23, comme je peux vous dire, ils occupent les parties est du parc de Virunga, donc ce qu'on appelle le secteur Mikeno. Le secteur Mikeno, c'est quoi? C'est la forêt qu'on partage avec les Rwandais et avec l'Ouganda. Et on a tout abandonné. Donc, disons, à ce moment où je vous parle, les gorilles de montagne sont abandonnés. Selon le gestionnaire du site, le nombre de touristes ne fait que baisser suite à une guerre économique au profit du pays. Voilà, c'était plutôt à Tchegera et non Tchengerera. Tchegera, c'est où précisément? Ah oui, il faut dire que Tchegera, c'est une sorte de petit îlot sur les lacs Kivu. C'est beaucoup plus du côté de Bweremana, je dirais, à la frontière des deux provinces, le nord et le sud Kivu. C'est vraiment un petit site paradisiaque, c'est éloquent, c'est très beau. Il faut à l'avenir planifier à vos prochaines vacances, y aller et puis vous manger bio. Mais est-ce que c'est sécurisant l'endroit? Les gens y visitent souvent? Oui, effectivement, les gens fréquentent, beaucoup de jeunes gens de Goma tous les week-ends, ils préfèrent aller là-bas, un grand nombre d'entre eux, ils préfèrent aller là-bas et passer du temps là-bas et réfléchir. C'est beau, c'est calme, c'est très bien. Et l'unique bruit que vous avez là-bas, c'est des bruits naturels qui viennent du fleuve Kivu. Quel est l'impact? Ben, il faut dire qu'en ce moment, c'est l'un des sites du parc national de Virunga qui reste accessible à tout visiteur, à tous les touristes, tout simplement parce que il est impossible en ce moment, par exemple, d'aller à Bukima voir les gorilles des montagnes où il y a plusieurs fois la possibilité d'y aller. En ce moment, c'est impossible, tout simplement parce que Bukima constitue aujourd'hui aussi une des grandes positions contre les M23 et l'armée gouvernementale. Et les sites aussi du volcan Nyiragongo, il est aussi inaccessible, tout simplement parce qu'il est considéré être dans la zone rouge. Donc il faut dire que en ce moment, c'est un sérieux problème sur le plan touristique et qui a un impact économique. Et comme différents responsables du parc de Virunga ont y allé dire, c'est que, par exemple, pour cette année 2022, selon leurs prévisions, ils pensaient faire une recette à l'ordre de 12,5 millions $ américains. C'est devenu juste un cauchemar, tout simplement parce qu'à cause de la guerre, ce n'est plus possible de réaliser cela. Voilà les méfaits de la guerre, ce n'est pas une bonne chose, ça freine le développement, ça freine aussi les booms économiques. Voilà, on retourne encore du côté de la régie pour suivre cet élément du parc des Virunga et on se retrouve juste après. Ça fait très mal le fait pour nous de ne pas avoir le contrôle des gorilles qui se trouvent actuellement à Bukima. Actuellement, je peux vous dire que nous ne connaissons pas réellement la situation des gorilles des montagnes à Bukima, sauf au travers les associations partenaires des populations qui vivent autour du parc. Ils nous donnent quelquefois des informations selon lesquelles ils ont observé les gorilles qui quittaient la brousse vers la chefferie. Et ils nous donnent des informations, par exemple ça peut être une famille, la dernière fois il y a 48 heures ils ont parlé de l'observation de la famille Rugendo qui est venue dans la chefferie à quitter le parc. Et ce n'est que cette famille Rugendo
dont nous avons eu des informations, mais pour les restes de familles, nous n'avons pas vraiment des informations sur leur situation actuelle. Le Congo doit faire ce qu'il est en train de faire, c'est de rétablir le contrôle de l'économie progressivement et de permettre à ce que la transformation des produits agricoles puisse se faire au Congo et non pas dans les pays étrangers. Et donc c'est ça le principe d'amener l'électrification, d'investir dans l'industrie de transformation. C'est ce qu'on voit autour de nous ici à Mutwanga. Et c'est grâce à ça qu'il y a une stabilité qui commence à prendre forme ici. Donc ce n'est pas du tout une situation de désespoir. Elle reste extrêmement difficile, mais on voit qu'il y a des possibilités d'avenir. Voilà, vous venez là de suivre le responsable de ICSN. Vous avez été là-bas. La RDC perd quoi dans ces combats? Oui, ben, je venais de le dire en parlant du parc national de Virunga, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, par rapport au tourisme, il faut dire que nous sommes dans la région des Grands Lacs, les pays qui fait moins de recettes dans le tourisme, surtout dans la partie est, malheureusement. Donc, comme M. Emmanuel Demerode, qui est le directeur du parc national de Virunga, essaie de parler depuis Mutwanga, il faut dire que à Mutwanga, là, nous sommes du côté, nous sommes dans les territoires de Beni, dans les Grands Nord, au pied du mont Rwenzori. Ça fait plusieurs années qu'ils ont installé une des premières centrales hydroélectriques qui produit des courants. Et justement, grâce à ça, il y a une petite usine de chocolaterie qui est installée, Huilerie. Il y a pas mal d'activités là-bas, tout simplement parce que sans énergie électrique, il est impossible justement de pouvoir implanter ces genres d'entreprises. Mais grâce à ces projets-là, aujourd'hui, il y a plus une cinquantaine d'entreprises autour de Mutwanga et qui ont investi. Il y a une savonnerie. Donc, ça profite et ça permet à la population riveraine qui vit autour du parc de ne pas s'adonner à des activités à pouvoir mettre en insécurité, je dirais, l'écosystème, en faisant fuir les animaux, en se donnant à la coupe de bois. Et donc, par la présence de ces entreprises-là, on comprend que beaucoup de citoyens des différentes localités vont avoir de l'emploi, ils vont être payés et ça va faciliter aussi à ce que la transformation des produits agricoles se fasse localement. Cela aura un grand impact, bien sûr, sur l'économie de la RDC. Mais malheureusement, sans la sécurité, cela ne sera pas possible. Mais malgré l'insécurité, malgré tout ce qu'il y a comme tuerie en ce moment, que ce soit la peur, la terreur inspirée par les ADF NALU, qui est un mouvement terroriste, à côté de ça des groupes armés locaux. Mais vous voyez que le responsable du parc ne croise pas les bras, il prend les risques. Et les investisseurs qui sont là, je les encourage aussi à le faire. Et tous les citoyens congolais qui ont des idées et qui voudraient bien sûr aussi se voir participer ou contribuer à la croissance économique du pays sont invités à y aller. Il ne faut pas attendre que lorsqu'il y aura totalement la calmie pour y aller. Cependant, il faut y aller aussi quand ça bouillonne. Donc, les investisseurs les plus aguerris, les plus avertis, comprennent qu'il faut saisir aussi les bons moments. Et les bons moments, c'est malheureusement aussi parfois quand ça tire. Mais il faut dire que les courageux sont là et j'invite tous mes compatriotes à prendre courage et à y aller parce que le Congo, c'est un paradis. Bon, des fois, toi, tu y vas peut-être parce que tu es journaliste, tu y vas, tu as l'accès facile. Bon, je peux dire aussi que ce côté-là, il y a un petit avantage. C'est vrai, j'y vais généralement dans le cadre du travail, mais c'est ça même le rôle d'un journaliste. Le rôle d'un journaliste, c'est d'informer, c'est d'apporter des nouvelles à ceux qui ont peur, qui sont mal informés. Nous avons cette obligation-là de clarifier certaines situations, de dire exactement ce qu'il en est, parce qu'un journaliste, c'est un observateur des faits sociaux. Donc, nous ne pouvons pas parler des choses imaginaires, il faut aller sur le terrain. En allant sur le terrain, nous prenons aussi des risques, parce que les journalistes, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un humain au même titre que tout le monde, que tous les citoyens. Ça veut dire nos corps, ce ne sont pas des corps en fer ou en antiballe totalement. Donc, on est prudent, et quand on va sur le terrain, c'est vrai, c'est des risques que nous prenons,
mais nous y allons en toute responsabilité, en tenant compte de tous les paramètres sécuritaires et bien sûr aussi en collaboration avec les autorités militaires ou politico-administratives aussi. Donc voilà, notre rôle c'est d'informer, de s'informer et informer toute la population. Mais voilà, pourquoi le parc de Virunga est tellement convoité par les groupes armés? Il faut comprendre que, comme nous le disons tous les jours, le Congo est un scandale géologique. En parlant des ressources naturelles, il faut spécifier. Il y a beaucoup de types de ressources naturelles, mais ici, dans les côtés, par exemple, dans les secteurs de Rwenzori, il faut comprendre que là, il y a un autre phénomène, tout simplement parce que nous avons les cacao dans ces milieux-là. Ça veut dire que la population qui s'adonne à ce travail-là, elle est totalement victime parce qu'elle ne jouit pas du travail de ses mains. Ce sont plutôt les groupes armés qui viennent plutôt récupérer leurs produits des champs pour aller vendre dans des pays de la région des Grands Lacs. Donc, lorsque nous y étions, même le directeur du parc national de Virunga a eu à nous expliquer. Ça veut dire qu'il y a des voies mafieuses par lesquelles beaucoup de produits quittent le territoire de Béni pour aller dans les pays voisins à la RDC. Cela n'est pas une bonne chose, cela est un danger, cela constitue un blocage majeur au développement local et le développement national de la RDC. Donc, en d'autres mots, hormis les minéraux, les produits agricoles, c'est aussi une autre guerre. Oui, bien sûr, à côté du cacao, il y a les cafés. Quand vous allez par exemple dans les domaines de Katale, c'est à cheval du secteur Mikeno, Rutshuru, il y a une grande plantation de café, une des plus grandes d'ailleurs dans la région des Grands Lacs. Mais vous pensez que tous ces groupes armés-là, ils viennent faire quoi? La guerre, elle est économique, qu'on ne vienne pas vous tromper. La guerre, pas seulement politique. Elle est économique, elle est économique. Elle est économique. Malheureusement, il y a des milliers de morts, des centaines de milliers, et que si on doit faire une comptabilité par rapport à ça, depuis la décennie 90 jusqu'à ce jour, il y a de quoi parler en termes de millions de morts gratuitement. Ce n'est pas juste. Il est temps que ça change. La RDC, les FRDC sont là, mais ils ne sécurisent pas tous les parcs. Il faut comprendre que nous avons les éco-gardes qui sont bien sûr des hommes en armes. Ils sont très bien formés et leur formation coûte trop cher, qu'on appelle les gardes des parcs ou les rangers, qui travaillent aux côtés ou conjointement avec la force ou l'armée nationale, l'armée congolaise. Il y a parfois des patrouilles mixtes qui sont organisées par les deux organes. Donc il faut comprendre que quand on parle des éco-gardes, il faut comprendre aussi qu'ils font partie de l'État congolais. Parce que le parc national de Virunga, ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas un bien qui appartient à un privé, c'est un bien de l'État congolais. Donc les éco-gardes font partie des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Parce que les éco-gardes sont contrôlés justement par l'appareil sécuritaire de la RDC. Donc il y a une parfaite collaboration, il y a harmonie entre les deux services et d'ailleurs, les éco-gardes sont beaucoup plus appuyés par l'armée congolaise. Malheureusement, autour du parc, il y a beaucoup de groupes armés, parmi lesquels les M23 et tant d'autres. Il y a les FDLR qui sont aussi là. Nous connaissons l'histoire, comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va prendre encore combien de temps. Mais il est grand temps que tout ceci puisse s'arrêter. Et ma préoccupation, c'est beaucoup plus pour les petits-enfants que je vois à longueur de journée. Chaque fois que je suis sur le terrain, je vois des femmes enceintes, des petits-enfants, je dirais à partir de 1 année jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça me fait mal au cœur parce que moi-même aussi, je suis parent. Maintenant, les enfants qui sont nés, prenons depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2022, ça veut dire que ces enfants-là sont nés sous des conflits. Ils ont grandi sous des conflits, ils deviennent majeurs sous des conflits. Mais je pense que les enfants de ces enfants-là ont le droit de vivre dans une RDC qui parle d'espoir d'avenir, qui parle de perspectives d'avenir, d'encouragement, de prospérité, mais sous une paix totale. Et pour qu'il y ait la paix totale, c'est l'implication de tous les citoyens congolais sans exception. Vous êtes citoyen congolais, contribuez à la paix, ne travaillez pas contre les pays. Donc moi je pense que tous les jeunes gens qui sont beaucoup plus dans la ceinture Est ont l'obligation, s'ils sont réellement patriotiques,
ils se disent citoyens congolais, ils se disent redevables à l'État congolais ou à la nation congolaise, c'est maintenant l'opportunité de travailler pour la paix, de faire en sorte que la paix revienne et de dénoncer tous les ennemis de la paix par tous les moyens possibles. Les services sont là. Donc moi je pense que pour que nous puissions demain, après-demain, faire une bonne comptabilité par exemple sur le tourisme dans la ceinture Est, cela sera possible que s'il y a la paix. Et pour qu'il y ait la paix, tous les citoyens congolais doivent chacun donner sa contribution pour qu'il y ait le retour de la paix. Voilà, le tourisme, c'est aussi un moyen spécial hein, pour le développement de la province du Nord Kivu, mais l'insécurité pose problème. Il y a plusieurs groupes armés qu'on n'arrive pas à justifier, même si aujourd'hui on a pointé les M23 qui est appuyé par le Rwanda. Vous avez parcouru tous ces coins. Qu'est-ce que vous pensez que l'État doit encore faire pour faciliter les patriotismes dans la population? Bon, en fait, écoutez, j'ai appris à l'université que l'État est les garants de la nation. Quand je parle de l'État, je ne vois pas les individus. L'État a l'obligation de sécuriser tous les citoyens congolais sans exception. C'est pour ça que les citoyens payent les taxes et les impôts. Quand on dit qu'on est contribuable, nous le sommes. Il y en a qui sont contribuables de façon directe et indirecte. Cependant, l'État congolais, dans l'ensemble, a cette obligation-là. Mais aussi, c'est le devoir des citoyens congolais que nous sommes de contribuer au rétablissement de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de possible développement. Cela ne profite qu'à un petit groupe d'individus qui sont peut-être de près ou de loin impliqués dans tout ce qui se fait de façon mafieuse, de la mauvaise façon possible. Donc, moi, je pense que c'est vrai, c'est la responsabilité de l'État congolais. L'État congolais a des institutions, je dirais, légitimes, qui sont appelées à tout faire, à conjuguer tous les efforts possibles pour que justement la paix soit une réalité, que ce soit un vécu réel, pas une imagination. On doit vivre dans la paix au même titre que tous les autres pays. Ça fait des années, plus de 20 ans que ça dure, que ça traîne, ça semble s'éterniser à la ceinture Est, mais il est temps que ça change. C'est ce que je venais de dire. Beaucoup d'enfants sont nés sous la guerre, grandissent sous la guerre, il y en a même qui se sont mariés sous la guerre. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Cette génération, si rien n'est fait, elle risque d'être sacrifiée. Mais il est possible de faire quelque chose. Personnellement, je suis optimiste. Je crois en la paix. Je crois en l'État congolais. Et c'est ici, pour moi, encore une fois de plus, une opportunité d'interpeller les consciences, d'interpeller les décideurs, de prendre les décisions les meilleures qui s'imposent pour le rétablissement de la paix. Les services de sécurité, par exemple, l'armée, la police, beaucoup plus l'armée qui s'engage au combat, elle a besoin de beaucoup plus de moyens pour que l'armée soit capable de défendre l'intégrité du territoire national. Vous êtes à l'Est, souvent vous sillonnez dans les pays, les régions des Grands Lacs. Qu'est-ce qui manque chez nous que les autres ont, qui ne facilite pas les développements chez nous? Bon, écoutez, ils ne sont pas les autres dont vous parlez ou auxquels vous faites allusion. Ils sont citoyens du monde au même titre que les Congolais que nous sommes. Je pense qu'il est beaucoup plus question d'une volonté politique, une volonté sociale, sociétale. Ça veut dire, sans la volonté, il est impossible de faire quelque chose. Et ici, la RDC, ce n'est pas une jungle. La RDC a des institutions. La RDC, parmi toutes les institutions qu'elle a, il y a la plus grande, qui est la présidente de la République. La RDC a 3 types de pouvoirs. Il y a les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Ça veut dire, dans l'ensemble de ces institutions, ça compose l'État congolais. Donc, les responsables de l'État congolais ont l'obligation de tout faire pour que la RDC vive totalement dans la paix. Surtout nos compatriotes de la ceinture Est. Ils ont besoin de vivre dans la paix. Et d'ailleurs, ni t'étaient tous ces conflits créés de toutes pièces pour piller les ressources naturelles de la RDC,
l'Est de la RDC serait de loin meilleur que différents endroits que nous connaissons dans le monde, tels que Dubaï, Singapour, il y en a plein d'autres qu'on peut citer. Mais si les autres arrivent à se développer, à attirer une certaine convoitise touristique, c'est tout simplement peut-être parce que les responsables ont compris ce qu'il fallait faire à temps. Mais il n'est pas tard pour la RDC d'emboîter les pas et de faire encore mieux que tous ces pays que nous convoitons, que nous envions aujourd'hui. Moi, je crois, je suis optimiste que la RDC sait se distinguer, la RDC sait faire la différence et cela est très possible avec la contribution, la participation de tous les citoyens que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'attendre que ce soit les politiques qui donnent les go, qui montrent l'exemple. Bien sûr, ils sont leaders, mais tout le monde est leader à sa façon. Cela commence par nos familles biologiques. Ça commence au niveau de nos communes. Ça commence au niveau de nos localités, de nos territoires, de nos provinces. Et on va finir par parler de l'ensemble du pays qui est la RDC. C'est la responsabilité de chaque citoyen congolais. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Que ceux qui sont engagés dans les groupes armés de façon égoïste, il est temps qu'ils comprennent qu'ils sont perdants. Au contraire, tout le monde peut gagner dans la paix. Il faut travailler pour la paix. Et aussi, une chose est certaine, on peut beau se permettre de faire tout ce qu'on veut, mais Dieu existe. Un jour, chacun de nous aura à répondre devant les tribunaux de Dieu. Moi, je crois, je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Dieu. Dieu nous demande de ne pas faire le mal, Dieu nous demande de faire le bien. Et il demande cela à tous les citoyens du monde, sans exception, président ou pas, tous les citoyens sans exception. Dieu nous invite à faire le bien et non le mal. Et les enfants de la RDC sont appelés à faire le bien et non le mal. Et tous les voisins de la RDC, nous en avons 9, ils sont appelés à faire le bien et non le mal. Mais c'est à la RDC elle-même de prendre ses responsabilités, c'est à la RDC de s'imposer. Et pour s'imposer, c'est au moyen des institutions qui composent l'État congolais. Donc, je ne suis pas un politique, je ne suis qu'un simple journaliste, mais en tant que citoyen congolais, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je pense que le Congo, il est fort lorsqu'il est uni, il est fort avec toutes ses filles, il est fort avec tous ses fils. Ensemble, unissons-nous comme un seul homme, disons non à l'oppresseur, disons non à toute forme de guerre qu'on peut nous amener, mais plutôt disons oui à la paix, oui au développement, et c'est comme ça que nous allons espérer donner un avenir meilleur à nos enfants et pourquoi pas profiter nous-mêmes aussi. Voilà, justement, vous parlez des développements, nous chutons déjà. Les déplacements massifs de la population. La population se déplace, elle laisse derrière elle la terre ou ses terres. Les gens qui viennent occuper, ils utilisent abusivement. Et la même chose, les gens qui font leur plantation, la récolte, il y a d'autres personnes qui viennent, qui créent des guerres, des petites guerres ou grandes, on ne sait pas. Mais vous ne pensez pas que, parce qu'on parle plus, on met plus l'accent sur la guerre politique, au lieu de parler de la guerre économique. Dans les prochains jours, on ne fera pas face à ça? Évidemment, c'est déjà un problème. C'est pour ça que je dis que l'État congolais, par ses acteurs qui l'animent, a l'obligation de clarifier les choses bien avant, de faire en sorte que ce qui doit être fait soit fait. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons plus de 100 territoires aujourd'hui. Ça veut dire, dans chaque territoire, nous avons un responsable qu'on appelle administrateur des territoires. Il a ses collaborateurs dans son administration. Ça veut dire qu'il est facile aujourd'hui de répertorier tous les problèmes, toutes les situations au cas par cas. Rien n'échappe. C'est juste une question de volonté pour bien organiser les choses. Au niveau du service foncier, il est possible de mettre de l'ordre là-bas et de faire en sorte que les populations, surtout dans la ceinture Est, qui sont victimes de cette guerre qui leur est imposée tout simplement parce qu'il y a des soucis économiques, mais il est possible que l'État congolais, par ses services, ouvre l'œil et les bons afin de s'assurer que lorsque la paix va s'imposer, lorsque la paix va revenir, que nous n'allons pas vivre un autre conflit lié au dossier foncier. Parce que déjà, il y a beaucoup de victimes, non seulement à l'Est, partout dans les pays, dans tous les pays du monde,
c'est un vieux problème, c'est un phénomène, mais il est possible aujourd'hui d'ailleurs, grâce aussi à l'ère numérique, il est possible de numériser chaque secteur afin de faire qu'il y ait moins de problèmes par rapport à ça. Donc, je pense que, je l'ai dit et je vais le répéter ici, que toute la responsabilité revient à l'État congolais et en second lieu, chaque citoyen congolais a l'obligation aussi de se mettre en ordre, de faciliter, je dirais, la quiétude, vivre en toute quiétude, vivre en bonne harmonie avec son prochain, avec ses voisins. Surtout que le peuple congolais, par nature, c'est un peuple hospitalier. Voilà, on va terminer par Bunagana. C'est en frontière avec plusieurs pays. Il y a la guerre politique. Est-ce qu'après la guerre politique, il n'y aura pas la guerre économique? Peut-être c'est pas ça qui freine l'armée congolaise qui combat. Non, mais en fait, allez-y comprendre que lorsque, je me rappelle, lorsque les États-Unis, sous les deux Bush, George Bush père et George Bush junior, lorsqu'ils ont voulu investir Saddam Hussein, politiquement, ils ont trouvé un alibi. On l'a accusé d'être en possession d'armes de destruction massive, d'armes chimiques ou biologiques, tout ce que vous voulez. La preuve n'a jamais été apportée jusqu'à ce jour. Et Colin Powell, qui à l'époque étant secrétaire d'État, ou l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, et s'était même présenté au Congrès américain avec un petit échantillon. Il est parti, jamais on saura la vérité sur ça, mais beaucoup d'autres chercheurs indépendants ont y a démontré que c'était juste un alibi qui avait été trouvé sur le plan politique pour justifier cette invasion-là. Donc, allez-y comprendre que là où il y a un souci économique, on s'arrange toujours pour trouver un alibi politique pour justifier son action. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est à la RDC de prendre toutes ses responsabilités pour protéger son territoire et beaucoup plus ses citoyens. Voilà, M. Kenny, vous avez vécu la guerre de M23, les premiers M23 de 2012-2013. Ouais. La même chose se répète encore cette année et aujourd'hui, 3 mois déjà sous occupation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu de ces deux guerres-là? Quelque chose comme quoi? Par rapport à la justification de ces guerres. Oui, c'est ce que je venais de dire. Ça veut dire toutes les fois que un groupe d'individus veulent faire quelque chose, ils s'arrangent toujours pour trouver un alibi qui puisse justifier leurs actions, qui puisse justifier leur démarche. Il est vrai que il y a eu des négociations à différentes périodes, à différentes époques, différents moments. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, il y a eu les pourparlers. Alors, je pense que c'est logique, lorsqu'il y a des pourparlers qui aboutissent à une sorte d'accord, je pense que c'est logique de rester dans l'esprit de ces accords-là. Surtout qu'aussi, comme on le dit en diplomatie ou en politique, les accords s'exécutent de bonne foi. Mais moi, je pense que les politiques, à tous les niveaux, doivent quand même, à un moment donné, s'arrêter et se poser la question. Parce que peut-être beaucoup de politiques ne sont pas en contact direct avec les populations en mouvement ou en déplacement suite à des conflits armés. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. C'est des générations et des générations qu'on est en train de sacrifier. Je pense que par rapport à ça, il est important que politiquement, une solution soit trouvée, mais j'insiste que c'est à la RDC comme nation qui a des institutions légitimes de s'imposer par tous les moyens, d'user de toutes ses prérogatives pour s'imposer, imposer la paix, imposer le respect, et ce n'est que de cette façon-là que tout peut bien se faire et que l'ensemble des citoyens congolais vont vivre paisiblement. Donc, il y a eu les accords ou les pourparlers de Nairobi. Il est important aussi de vulgariser cela, que la population congolaise dans son ensemble prenne connaissance de toutes ces questions-là. Quelles sont les questions qui ont été débattues? Quelles en sont les conclusions? Quel est l'accord final? À quoi s'attendre? La population a besoin de connaître toutes ces choses-là, plutôt que d'apprendre sur les réseaux sociaux ou sur certaines
Mais si certains médias, ce que disent certains leaders des pays de la région des Grands Lacs qui se plaignent ou qui revendiquent certains droits, c'est à la RDC, je pense, cette obligation de tout expliquer à sa population pour que la population comprenne et la population fera ce qu'il faut aussi pour se prendre en charge. Merci M. Kenny d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Je vous fixe rendez-vous pour un nouveau numéro prochainement. Au revoir.